Dans les requêtes DHCP de la plupart des logiciels clients, ici j'utilise en fait Windows XP, mais j'aurais très bien pu utiliser un Windows 10, un Windows 7 ou autre chose, ou même une autre machine, d'une autre catégorie. Aujourd'hui, il y a toujours deux cas de figure qui se présentent lorsque le client construit sa requête. Et lorsqu'il construit sa requête, et on va essayer de l'examiner dans une observation avec une capture de trame, eh bien le client ajoute un caractère de contrôle en début de requête, en fait dans le champ user class, le fameux champ que nous utilisons ici. Il ajoute un caractère de contrôle qui doit être ajouté à la quantité d'octets que l'on veut traiter. Alors, je m'explique, si ici on veut capturer salle 1, qui représente de la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il faudrait démarrer un caractère avant. Et un caractère avant, ça veut donc dire 0. Autrement dit, il faut démarrer à 0 ici et non pas à 1. Donc cette règle, on va l'appliquer ici, là et là. Pareil ici. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire s'il ne bascule pas de classe, nous faisons ça. S'il bascule de classe, nous n'avons pas besoin de le faire. Alors, vous aurez sans doute remarqué, si vous avez fait exactement la même manip que je vous ai présenté, c'est-à-dire un Windows XP avec cette classification que vous voyez ici, et bien vous avez probablement remarqué que votre client, il réclame bien des adresses IP quand vous changez de salle, quand vous changez, etc. Mais il ne change pas en fait de réseau. Il a toujours la même adresse IP, il a toujours le même nom de domaine, c'est-à-dire qu'il ne change pas de configuration. Donc on va modifier le fichier de configuration du DHCP. Alors en fait ici je viens de le faire hors caméra, comme ça vous avez juste à vérifier. Vous allez donc devoir le faire vous de votre côté, probablement pour que ça fonctionne. Donc en clair ici, pour chaque identifiant de classe, vous ajoutez un caractère, donc au lieu de démarrer à 1, vous démarrez à 0. 0, 0, 0, 0. Alors ça c'est vraiment à l'estime, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça comme je le proposais au début et que ça avait fonctionné, on aurait pu dire que voilà, l'affaire était réglée. Et ça aurait été effectivement le cas. Mais on ne peut pas savoir sans avoir observé avant, et comme nous n'avons pas observé, on ne savait pas. Et à ce moment-là, vous basculez, vous passez de 1 à 0. Donc maintenant qu'on sait ça, on enregistre le fichier, on sauvegarde, on redémarre le service. Donc système CTL restart isc-dhcp-serveur. Ensuite on lance, alors on fait bien attention qu'il n'y ait pas d'erreur bien entendu, on lance le journal. Alors si vous voulez voir le journal d'une manière continue, on met ce paramètre de follow, et si vous voulez encore plus de précision, vous pouvez indiquer l'unité, le unit ici qui s'appelle isc-dhcp service, donc isc-dhcp-serveur.service. C'est un petit peu long à taper, mais là vous affichez en continu le journal qui concerne uniquement le DHCP. Donc là on peut voir que on a donc un certain nombre de choses là ici qui se passent déjà, et on va revenir donc sur notre poste client. On va basculer nos identifiants, par exemple ici je vais passer sur salle-2. Alors on va vérifier salle-2 normalement. Salle-2 on est vert, en vert on doit être en 172.30.0.30 à 0.50, donc entre 30 et 50. Donc on va voir tout de suite si ça marche. Ici salle 2, je vais voir mon journal tout de suite. Je vois qu'il y a un basculement ici, et regardez bien l'adresse que j'ai manifestement obtenue, la 30. Regardez bien ici, en fait, les requêtes. Alors, on va le refaire, on va basculer, et je vais vous expliquer autre chose, vous allez pouvoir constater tranquillement par vous-même ensuite lors de vos manips. Ici, si je regarde bien, je suis donc en 30. D'accord ?
et je suis dans salle 2. Au passage, vous voyez que j'ai changé mon nom de domaine, je m'appelle maintenant panzani.local. Donc panzani.local, en fait, c'est cette directive là qui s'est affichée parce qu'il m'a capté ici. Je vais passer chez les bleus, c'est-à-dire je vais taper l'identifiant laptop, je vais donc être classifié bleu, et je vais obtenir lustucru.local et normalement l'adresse 60 ou 61, 62, quelque chose jusqu'à 80. Mais actuellement j'ai la 30. Alors qu'est-ce qui va se passer? Actuellement j'ai la 30. Si je bascule mon identifiant de classe, ma machine XP va avoir tendance à dire voilà, moi j'ai 30 et je suis bleu. Et lui il va dire non, tu peux pas être bleu et avoir 30, je refuse que tu conserves 30, je te le retire et tu fais une nouvelle requête. Donc je répète, lui il va faire sa requête en disant ça y est, maintenant je suis chez les bleus, donc je suis bleu, mais j'ai l'adresse 172.30.0.30. Le serveur va voir cette information, va dire oh là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne peux pas avoir cette adresse étant donné que tu es bleu, donc je te retire cette adresse et je te demande d'en réclamer une nouvelle. Donc on va voir le processus ici avec les 4 trames qui vont être échangées ici, mais qui va être démarré par une information ici du serveur expliquant au client qu'il ne peut pas le servir tant qu'il n'a pas fait sa nouvelle requête et lui indiquant qu'il refuse de valider son offre 172.30.0.30. Normalement c'est ce qu'on devrait voir. Donc on va garder un œil sur le journal et on va valider. Alors moi je voulais mettre les bleus. Les bleus c'est donc l'identifiant laptop. Donc on va se placer en laptop et on va aller voir tout de suite le journal. Dès que je vais faire entrer, je vais aller voir le journal. Donc regardez l'information du serveur ici qui oblige en fait le client à réclamer autre chose. Le serveur explique que l'adresse 172.30.0.30 qui est demandée par le client via ce canal est indisponible, c'est-à-dire non disponible. Alors ils n'expliquent pas pourquoi, mais sous-entendu parce qu'elle ne correspond pas à l'identifiant du client qui doit être rangé chez les bleus. Donc il refuse, et vous voyez le mot non acknowledge, il y a un N ici, alors que quand tout va bien, il n'y a pas de N. Acknowledge, non acknowledge. Donc je refuse, moi le serveur, que toi, le client, tu utilises ça. Du coup, le client, il fait ses 4 requêtes. Enfin, il fait ses 2 requêtes et le client et le serveur, il répond. Et vous voyez, il a basculé ici chez les 100. Maintenant, on va le refaire. On va passer sur un autre identifiant. On va se remettre sur salle 1, par exemple. Salle 1. Et on regarde ici tout de suite le journal. Il y a le non-acknowledge, il y a l'information, il y a le non-acknowledge, il y a l'offre, il propose la première adresse, puisqu'on est sur salle 1. Et le client a donc basculé sur le domaine buitoni.local. Maintenant, on va se remettre sur salle 2, par exemple. Et là, on voit bien que le serveur refuse et finit par lui donner l'adresse 30. Si on regarde en fait ici le client, il est maintenant chez panzani.local, il a l'adresse 30. Maintenant, si le client demande un truc qui n'existe pas, le serveur interprète ça comme étant quelque chose de nouveau, il le bascule sur le réseau de repli, c'est-à-dire en fait sur cette plage là qui correspond au client non identifié ici. Donc il va avoir une adresse la 100, 101, 102 jusqu'à 150. Par contre, il n'aura pas de passerelle normalement et il va s'appeler visiteur.local. Il n'aura pas de passerelle. Donc, si on regarde, le client ici n'a pas de passerelle, il est visiteur.local. Et si le client est carrément inconnu, c'est-à-dire en fait il n'a pas d'identifiant, il reste chez visiteur,
il perd son identifiant, il n'a pas de passerelle, il a gardé l'IP. Si le client se remet sur salle 1 ou salle 2 par exemple, on fait IP config, on le refait une deuxième fois, on le refait une troisième fois et une quatrième fois. Et vous avez vu, en fait, il fallait un peu de temps. Dans l'ordre des choses, il était à 0, il obtient l'IP, il n'a pas la passerelle, il n'a pas la passerelle et il a la passerelle. Donc c'est parce que je suis allé très vite pour vous montrer en fait que la négociation se faisait par étapes. Donc c'est pas instantané, ça prend 3-4 secondes. Donc si je le refais par exemple avec mettons cette classe 2, voilà, je vais faire IP config, il n'a pas la passerelle, il n'a pas la passerelle, il a la passerelle. Et il a basculé chez Panzani. Alors voilà, donc cette démonstration ici, on pourrait la prolonger en rajoutant des machines, en rajoutant des conditions, en rajoutant des IP, en rajoutant des filtres. Évidemment, en fait, c'est sans fin parce qu'on peut combiner des filtres à volonté. Ici, ce qui nous reste à tester, c'est quand le client possède l'adresse MAC 2222 en première partie. Ce n'est pas le cas de ma machine. Il a une adresse MAC qui commence par 080027, donc ça peut pas être pris en compte. Donc je vais aller modifier cette adresse MAC. Pour faire ça, il faut que j'arrête ma machine. Donc je vais le faire. Je vais l'éteindre. Je vais aller dans mon VirtualBox, sur mon client qui est ici. Je vais modifier la carte réseau. Je vais changer ici 080027. Je vais mettre 02 02 02 02 02 02. Alors on retiendra que j'ai mis ça. Donc je redémarre mon client. Il faut laisser le temps à la machine de démarrer. On va lancer le mode commande. Pour l'instant, il est toujours chez Panzani, il a gardé son bail. Et on va reprendre la configuration. Alors, on va aller voir sur le serveur directement, ça va être peut-être plus simple de le faire ici. On va ouvrir le fichier de configuration. Et on va regarder donc la classe Asus ici. Alors cette classe Asus qui m'intéresse là ici, c'est lorsque je signe Asus P dans mon identifiant, Asus P, et le est logique que j'ai l'adresse MAC 020202. Si je signe ça mais que j'ai pas l'adresse MAC, ou si j'ai l'adresse MAC mais que je signe pas ça, je ne serai pas considéré comme Asus P. Si je suis considéré comme Asus P, ici, j'aurai, donc comme Asus en fait, ici, j'aurai donc une adresse IP qui est donc sur la plage 172.30 100.10 à 100.40. Et je m'appellerai asus.local. Donc on va voir si ça fonctionne. On va relancer le journal. Et on va vérifier quand même que l'adresse IP et l'adresse MAC sont conformes à ce qu'on veut faire, 02 02 02, et on va mettre l'identifiant Asus P, donc Asus P, alors le journal, que dit le journal? Le journal, il refuse de prolonger notre bail que nous avions précédemment, c'est-à-dire cette adresse. Pourquoi? Probablement qu'il s'est rendu compte qu'elle ne correspondait pas à nos critères. Il nous a donc classifié, il nous a obligés à faire nos requêtes et il se finalise nos requêtes par l'obtention de l'adresse 172.30 100.10. 100.10, c'est donc bien prélevé sur le pool ici. Je suis donc bien membre du réseau Asus.
je m'appelle, alors domaine name j'avais appelé asus.local, alors qu'ici j'ai pas tout à fait respecté, j'avais mis asus-portable.local, donc il y a une petite variante, mais je crois que dans mon fichier de config tout à l'heure, on va pouvoir le vérifier à nouveau, il me semble que j'avais mis asus.local, c'est bien ça. Donc logiquement, le client ici, asus.local 100.10. Voilà, donc maintenant, si je change de classe ID, et par exemple que je mets un truc différent, alors qu'est-ce qui se passe au niveau du journal? J'ai donc rebasculé normalement sur la classe visiteur dans une adresse qui doit être libre, ça doit être la 101 ou la 102, toute logique, mais j'ai dû quitter le réseau 172.30.100. Il doit être en 172.30.0 quelque chose, 101, 102, 103, je ne sais pas au juste. Donc vérifions, ipconfig 172.30.0, 102, j'ai quitté asus.local, je suis revenu chez les visiteurs. Je vais me remettre en ASUS-P. J'attends un petit peu. Je vois que je suis revenu chez ASUS-P. J'attends un petit peu, j'ai ma passerelle, j'ai mon IP qui est bien en 100.10. Je suis revenu sur asus.local. Voilà, donc là on vient de vérifier la condition d'obtention de l'adresse sur ce pool là, qui se fait si et seulement si on déclare s'appeler ASUS-P et indiscutablement si notre adresse MAC sur ces trois premiers champs de 1 au 3, le 1, le 2, le 3, c'est-à-dire ça et ça, correspond à l'octet 020202. C'est bien le cas, on l'obtient bien ici qu'on s'attend à obtenir. 02, 02, 02. Maintenant, bon, alors on a fait le tour un petit peu des présentations qui pouvaient être faites. On va finir sur une capture de trame pour voir un petit peu mieux tout ce qui vient d'être fait. Prenez le temps de faire les expériences longuement. Ici, moi, je vous suggère de mettre en pause ou de revenir en arrière sur cette présentation vidéo pour essayer de se caler sur les démonstrations que j'ai fait. Parce que même si je prends le temps de les faire, ça va quand même toujours trop vite lorsqu'on découvre. Donc vous avez l'avantage avec la vidéo de revenir en arrière. Et une fois que vous l'aurez fait, vous serez arrivé à peu près à cerner le fonctionnement. Vous allez pouvoir essayer d'en savoir plus. Alors c'est pas l'objectif que nous nous fixons aujourd'hui ensemble avec cette présentation, mais moi je vais le faire, c'est-à-dire que j'ai installé un logiciel de capture de trame sur cet ordinateur qui va me permettre de démarrer une analyse en capturant tous les messages réseau que je vais donc pouvoir générer. Donc, alors comme il risque d'y avoir pas mal de trucs, je pourrais même éventuellement filtrer les requêtes que je vais déclarer. Donc, actuellement, petit bilan, je suis sur le réseau Asus. Et je vais faire un ipconfig /release. Donc on voit ici que la transaction ici a été faite. Et je vais changer de classe. Je vais mettre la classe salle-1. Donc on voit en fait ici les requêtes, c'est les fameuses requêtes qu'on voit ici dans le journal ici. Et alors vous pouvez voir que ça met un certain temps. C'est pas toujours instantané, et que ça se termine finalement correctement. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que cette machine a voulu obtenir probablement l'adresse 172.30.01, mais elle avait déjà été donnée à quelqu'un, donc le serveur a probablement fait une offre vers une adresse suivante. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, très très bien, et ce qui a marqué 2-3 secondes de temps supplémentaire. Alors au final, si j'analyse,
côté client, j'ai donc 172.30.02, je suis chez Buitoni, et moi ce que je voudrais voir maintenant, c'est la nature de la requête. Donc je vais arrêter la capture, et on va voir lorsque le client faisait son appel au secours, donc c'est toutes les requêtes Discover qui m'intéressent, et seulement celle-là, les autres pour l'instant, on va voir après. Je vais prendre une requête Discover, n'importe laquelle, je vais l'analyser, donc on va double-cliquer, là en grand, là ici. On va s'intéresser particulièrement au champ ici du protocole BP, Bootstrap Protocol, c'est-à-dire en fait qui s'appelle communément DHCP, ça c'est le nom officiel. Et vous pouvez voir que le client n'avait pas d'adresse, il donnait son adresse MAC, mais ce qui m'intéresse c'est ça. Regardez en rouge l'option 77. User Class Information. Ici, on a une longueur de 7. Ici. Et ici, vous avez une petite option ici et une information ici qui vous dit qu'il y a une option qui est mal formulée et qui se met en erreur. Alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est le fameux problème que j'ai évoqué tout à l'heure en disant on a remplacé le 1 par le 0. Et c'est donc un problème de compatibilité entre le serveur et le client qui ont un peu de mal à se comprendre. C'est pour ça que j'ai décalé de caractère de 1 pour que ça fonctionne. Du coup, ça crée une espèce de confusion ici lors de l'échange qui pourrait passer pour quelque chose de gênant mais qui en réalité n'a pas d'impact. Et on le voit ici. Maintenant, on peut voir ici que lorsque le client ici fait sa requête, après, bon, il a différentes options qu'il réclame. On voit l'adresse MAC, on voit l'adresse IP qu'il aimerait obtenir, c'est celle qu'il avait avant en fait. C'est pour ça que le serveur voit que le client souhaite ça et lui dit non, tu n'auras pas ça parce que tu ne corresponds pas à la bonne classe, ou bien oui, tu auras ça parce que tu corresponds à la bonne classe. Et on a un identifiant ici qui s'appelle un identifiant de classe fabricant, vendor class identifier, qui est une marque qui correspond aux machines de type Microsoft. Donc vous avez aussi un identifiant qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, mais qui permet d'identifier des machines de type Microsoft. Après, vous voyez que le client donne la liste des paramètres qu'il aimerait obtenir, il y en a 11. Ça va du plus simple au plus spécifique. Ici. Et ici, une petite information spécifique fabricant, donc ça c'est propre à Microsoft, et la fin de la requête. Maintenant, je vais refaire une autre requête, on va comparer. Donc, on va faire une nouvelle capture. Donc, le client va basculer sur salle 2 par exemple. Donc on sait qu'en salle 2 il va obtenir une autre adresse IP et on sait qu'il va obtenir la passerelle. Voilà, donc je vais arrêter maintenant la capture et on peut examiner un petit peu ce qui se passe. Donc au niveau du Discover, toujours, hein, c'est ce qui m'intéresse. Donc alors vous voyez ici les requêtes DHCP sont en bleu. On va les isoler. Donc c'est en bleu ici, seulement ce qui est en bleu là. Le début, le refus du serveur et la requête client. Alors en fait, vous voyez, vous avez la machine cliente ici qui avait l'adresse 112.30.02 qui a envoyé ce type de message au serveur en exprimant ce qu'elle voulait, l'adresse IP qu'elle souhaitait obtenir, etc. Et en fait, donc c'est l'adresse IP qu'elle souhaite obtenir, et le serveur il répond en disant non, c'est pas possible en fait de conserver cette adresse IP, et vous allez donc devoir en changer. Alors le serveur s'identifie, enfin tout ça c'est en fait la négociation entre le client et le serveur. Et ici donc on a le client qui essaye
de faire un peu de forcing et de dire mais moi je veux cette IP, le serveur qui lui donne une fin de non-recevoir, le non-acknowledge ici. Donc le non-acknowledge, ça veut bien dire que il n'y a pas de discussion possible ici. Et alors regardez bien les numéros ici qui sont les identifiants de transaction. Quand le client a fait sa demande ici et que le serveur a répondu, c'est sur le même numéro de transaction, c'est-à-dire on parle de la même chose, toi et moi on parle du même chose, et quand le serveur a dit non, eh bien le client change de dossier, il parle d'autre chose maintenant, vous voyez, il change d'avis, allez bon ok d'accord, j'abandonne le dossier et on crée un nouveau dossier, donc ça crée en fait une nouvelle transaction, et c'est comme ça que sont tracés, c'est-à-dire repérés les transactions, et là vous voyez en fait les 4 transactions tout à fait naturelles, le client au serveur, par le biais du broadcast, puisque le client a perdu son IP. Donc il n'a plus d'IP. Le serveur répond, le client accepte ou refuse, là en l'occurrence il accepte, le serveur valide. Mais là vous voyez donc les différentes informations. Alors ce qui est un petit peu dommage dans cette présentation, c'est qu'on ne voit pas le user class identifier parce qu'il est mal interprété par le logiciel compte tenu enfin de ce que j'expliquais tout à l'heure, le bug de non-compréhension entre certains clients et certains serveurs. Donc ça engendre en fait cette mauvaise traduction. Donc ce qui fait que ici en fait on voit la salle 2. Vous voyez donc mon identifiant ici il est bien marqué ici, mais on voit du rouge, ça inquiète un petit peu, donc c'est tout à fait normal. Ici donc vous voyez l'identifiant salle 2 avec le caractère qui est devant là, le M ici, donc c'est lui que j'isole quand je mets de 0 jusqu'à 7. Voilà. Alors bon évidemment si on poursuit les expériences, on pourrait voir identifiant, on va en faire un dernier, on va s'arrêter là. Donc je vais basculer sur Asus P. Voilà donc non-acknowledge qu'on voit très bien ici, et puis ensuite donc les requêtes. Alors les requêtes ici, vous voyez à nouveau le user class ici, qui est ici, user class, 5 caractères ASUSP, que vous voyez ici, ASUSP, qui est ici. Donc voilà notre marque d'identifiant. Et voilà aussi donc le fonctionnement. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que on voit très bien que l'adresse MAC du client est donc codée ici 020202. Voilà. Donc vous avez à votre disposition en fait pas mal d'expérience, enfin en tout cas à votre je dirais possibilité, plusieurs expériences à faire, il y a pas mal de choses à tester. Je vous suggère de le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire de ne pas chercher une solution toute faite qui fonctionne. Et l'objectif en fait de toute cette discussion que nous avons concernant cette manipulation d'HCP, elle est de vous montrer qu'il est possible avec un peu d'effort de configuration de construire un DHCP qui va avoir énormément de pertinence, c'est-à-dire en fait énormément de possibilités de réglage concernant le réseau. Alors en fait il y a beaucoup de choses. Ici ça n'est que le début d'une aventure qui peut se prolonger par des combinaisons d'actions qui forcément rendent les choses assez complexes au niveau du fichier de config, mais permettent d'augmenter la granularité de filtrage, c'est-à-dire en fait la précision de la finesse de fonctionnement de votre DHCP, et du coup vous obtenez quelque chose qui est extrêmement je dirais adapté
aux différents besoins que vous pourriez éventuellement rencontrer.